Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre et merci de nous accueillir chez vous. Chaque début de semaine, j'ai envie de dire, chaque dimanche et lundi, au fil du jour, de 15h à 16h. En tout cas, c'est un plaisir pour moi ainsi que pour toute mon équipe de vous accompagner avec les invités, les chroniques, les reportages et aussi les chansons qui sont au programme de l'émission de cet après-midi. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, de création digitale, d'innovation également avec notre premier invité, Wissam Saber Sherif, qui a justement lancé une start-up digitale, en tout cas info et conseil cet après-midi avec notre premier invité. Et puis, nous aurons également le plaisir de recevoir Monsieur Rachid Nassib, qui est artiste peintre, photographe également, mais aussi galeriste depuis peu. Et oui, puisqu'il vient de lancer et d'ouvrir une belle galerie d'art à Nectar, voilà, si ma mémoire est bonne, en tout cas un bel espace dédié justement aux arts, j'ai envie de dire, à l'art pictural en général. En tout cas, il nous parlera aussi de sa participation au dernier Festival international d'art contemporain d'Alger. Il fait plein de belles choses et nous avons le plaisir de l'avoir avec nous cet après-midi. Et puis en deuxième partie d'émission, place à la rubrique déco signée Resqia Mziane. De quoi avait-elle parlé cet après-midi? Et oui, justement, je me rappelle qu'elle n'avait pas pu finir justement la rubrique de la semaine passée. On verra si ça sera une suite ou elle a opté pour une autre thématique. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Et puis nous finirons en beauté et nous irons du côté de la ville de Timimoun où un bel événement culinaire est organisé. Et bien justement, nous aurons l'organisatrice du festival du couscous du côté de la région de Timimoun. Il s'agit de Shahrazad Aïwaz qui sera avec nous par téléphone et elle nous parlera justement, nous donnera tous les détails concernant ce bel événement dédié au couscous. Nous verrons également les recettes proposées par les participants, en tout cas un instant culinaire très riche et varié cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission, de la musique comme à chaque fois pour accueillir tout ce beau monde et aujourd'hui toute l'équipe a opté pour Kadar japonais Imzad et on revient juste après. Allez. صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبر جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبر ايه في هكار نتلاقى وعلى طاسي لي غنى
تاني تكمل ثانيا فيه الدار نتلاقاو وعلى تاصيلي غناو Voilà, donc de belles sonorités, hein, marhaba, marhaba. Et Canal Algérie, nous on va dire. Hein. Vous découvrez la chanson, monsieur Nassib. Vous connaissiez un petit peu l'air, vous Non, dites quelque chose. je ne m'attendais pas à ce que ce chanteur chante. D'accord, donc vous ne saviez pas que c'était justement un titre chanté par Kader japonais, en tout cas de belles sonorités avec lesquelles on va débuter, j'ai envie de dire, cet après-midi et vous accueillir aussi. Donc ça vous fait plaisir, ça va, on a bien bonne pioche, on va dire, du côté de toute mon équipe. En tout cas, Rachid Nassib, comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Heureux d'être encore une fois dans le studio de Canal Algérie. Première ou pas? Non. Ça, vous êtes déjà. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi et surtout de parler justement de toutes les belles choses que vous nous proposez cet après-midi, que nous allons justement proposer aux téléspectateurs. Et puis, vous ne serez pas tout seul, on va parler d'un tout autre domaine, j'ai envie de dire, avec Wissam Sabr Chérif. Comment ça va? Très bien, et vous? Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je disais tout à l'heure que nous allons parler justement d'innovation, de création digitale, d'entrepreneuriat également, puisque justement, c'est ce que vous avez fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est le chemin que j'ai choisi. Voilà, c'est le chemin. Ou qui m'a choisi, pour être sincère avec vous. Ah, vous ne savez pas. Donc depuis 2017 aujourd'hui, à la sortie de mes études, j'avais décidé de directement créer ma première entreprise à l'époque. Et j'ai découvert un métier qui regroupe un ensemble de métiers en fait et où on ne s'ennuie jamais, où un quotidien ne ressemble jamais à celui du lendemain surtout. Et je m'avais découvert en fait cette envie de ne pas vouloir m'ennuyer. J'étais hyper actif, puis j'ai découvert que c'était une hyperactivité clinique à un moment donné, Oui. donc ça justifiait un peu et ça m'arrangeait parfaitement parce que j'avais tout le temps un challenge à relever, donc par jour même parfois, et je me suis découvert en fait en essayant. Donc voilà, j'ai pas eu d'illumination ou quoi que ce soit. J'ai sauté dans le bain et j'ai découvert que c'était fait pour moi en fait. Voilà, aujourd'hui je le fais. D'accord, super. Et justement, avant de vous installer, j'ai envie de dire ici, ou de lancer justement un projet ici, vous avez un petit peu sillonné pas mal de pays, de régions aussi, hein, absolument. Et de continents même. Et de continents. Voilà, on peut le dire. On peut le dire. Anna, je suis né et j'ai grandi en Algérie, donc je suis né à Entaya et j'ai grandi entre, belle région. Très belle région. Et j'ai grandi entre le Qobba et Chevalet, donc Bouzaka, à l'époque. Et à mes 19 ans, donc j'avais décidé de faire l'aventure de faire mes études à l'étranger. J'ai pris mon sac à dos et j'ai fait une douzaine de villes en France où j'avais fait mes études. Et à la fin de mes études, j'avais le choix, donc mon tuteur actuel à l'époque m'avait donné le choix entre continuer avec lui sur un contrat ou continuer avec lui en indépendant. Je me suis dit, tiens, j'avais fait un projet entrepreneurial sur la dernière année de mon master et ça m'avait énormément plu. C'était un projet d'export d'huile d'olive d'Algérie vers la France, tout simplement. J'étais un fan d'huile d'olive. Et quel produit vous avez choisi, hein, de qualité, exactement l'une des meilleures, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un challenge pour nous parce que quand on en parlait aux gens, ils étaient ok, d'accord, c'est de l'huile d'olive. On disait non, c'est une huile d'olive qui est spéciale et puis on va vous faire goûter. Donc on s'était lancé le challenge. À l'époque, on avait fait le concours et c'était un concours qui était sur tout le sud de la France. Et puis j'ai regardé ma binôme qui était des îles Comores à l'époque. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va remporter un prix et on va tout faire pour remporter un prix. Donc je vous raconte pas, hein, on a pris de l'huile d'olive d'ici, on avait pris 3 huiles d'olive, donc une qui venait d'être pressée, une qui avait une petite année et puis une qui avait 4 ans qu'on avait à la maison, qu'on prenait vraiment pour les toux, pour la médication. Exactement, on fait tout ça. Exactement, et puis on leur fait goûter et je vois les yeux du jury s'ouvrir en disant waouh, etc. Donc un des jurys à l'époque c'était le directeur d'un supermarché connu en France.
Et c'était lui le jury principal. Donc, on était là, puis on avait remporté le 3e prix dans tout le sud de la France sur un projet où on exportait un produit de l'international. Déjà là, la fibre, elle a un petit peu commencé et en fait, à... J'y arrive. Hein. Ce qui m'avait plu, en fait, c'était le fait d'avoir sillonné 1200 km avec ma petite voiture d'étudiant à l'époque pour aller découvrir les différentes huileries qu'il y avait dans le sud de la France et en fait essayer d'explorer les axes d'amélioration ou peut-être de nouvelles technologies qu'on pouvait mettre à disposition de nos huileries. Et c'est cette découverte-là, ce départ à l'aventure où je ne savais pas où j'allais passer la nuit, etc. D'ailleurs, une des nuits était dans ma voiture à l'époque, pour cette anecdote. Et à ce moment-là, j'avais découvert ce que c'était que l'entrepreneuriat en le vivant. Exact. Et ça m'avait plu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et quand mon tuteur m'avait proposé de partir sur un contrat, j'ai dit écoute, Jean-Yves, je vais créer mon entreprise et on y va, on se serre la main. Et puis ça fait aujourd'hui 8 ans que je travaille avec eux. Voilà. Très bien. Et puis vous êtes revenu avec un beau projet digital, j'ai envie de dire. Absolument. Donc vers l'été ou un peu avant, vers le printemps 2022. J'avais décidé de ne pas écouter tous les conseils qu'on m'avait donnés et de revenir en Algérie. Et je me suis dit, il faut que je me fasse ma propre expérience et il faut que je teste vraiment par moi-même, comme j'ai fait pour mon projet d'exportation d'huile d'olive. Donc je me suis lancé et j'avais découvert tout le contraire de ce que j'ai entendu, à savoir des gens qui étaient à l'écoute, des directeurs, des preneurs de décision qui m'avaient accueilli pour leur présenter notre projet. Beaucoup de choses sont faites justement pour encourager l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, notre tout premier client à l'époque, quand on avait lancé la start-up, était une société étatique algérienne. Alors je veux dire dans le domaine de l'assurance, si je peux donner ce détail. Et il nous avait dit, écoutez, on va vous donner 2 mois. Et puis on va faire un test, c'était notre premier client, donc on n'avait même pas de prototype de carte. Et ils nous ont dit, si dans 2 mois vous livrez ce que vous promettez, nous on engagera, on honorera plutôt notre bon de commande à travers un paiement. Donc on s'est lancé le défi et c'était notre premier client et aujourd'hui, alhamdoulilah, donc on se développe petit à petit. Très bien, et justement, en quoi consiste votre idée? Voilà. Quelle est la solution que vous avez proposée? C'est ça le concept d'une start-up. Hein? Alors, la start-up va apporter souvent une innovation dans un domaine qui est déjà existant. Et cette innovation va avoir pour but de faire, alors soit d'accélérer un métier, d'économiser du temps pour les opérateurs de ce métier-là, ou de faire les deux. Donc nous, on avait visé la carte de visite traditionnelle, donc qui était en papier, qu'on pouvait imprimer chez tous les imprimeurs. Et on s'était dit, ces cartes de visite, non seulement elles nous font abattre à peu près une quinzaine de millions d'arbres par an, donc au niveau mondial, et que surtout, elles n'avaient pas de grosse valeur ajoutée, puisque souvent elles se retrouvaient soit à la poubelle. Il y a des photos, vous parlez, et puis on est en train de découvrir des photos au fur et à mesure. Donc, soit elles se retrouvaient à la poubelle, soit quand vous rappeliez votre client, il ne savait plus qui vous étiez. Exact. On s'est dit, si on pouvait permettre... Il faut aller encombre les sacs à main. Aussi. Partout, on les trouve partout. Hein. Aussi, et puis pour mon cas, le plus souvent, elles se retrouvent au pressing, soit lavées, soit... aussi. Voilà. Donc on s'est dit on va faire quelque chose de relativement innovant. Donc je me renseigne à l'époque et il y avait 2 startups qui avaient commencé à le faire. Donc une à la Silicon Valley aux États-Unis et une seconde qui était au Royaume-Uni. Donc voilà, on était les 2 seuls. Et puis quand on s'était lancé en Algérie, on avait un concurrent qui avait commencé en France à commercialiser sa carte, qui était tout récent. Donc on était parmi les premiers à l'époque à l'avoir fait. Et donc on a créé la première carte de visite digitale qui fonctionne avec la fonction NFC, donc Near Field Communication. La NFC, c'est une petite puce qu'on a dans les téléphones. Alors certains l'ont, d'autres l'ont pas. Et qui sert aujourd'hui par exemple dans les paiements sans contact en Europe, qui permet de déverrouiller sa maison quand on a une maison très avancée en termes de domotique, etc. Ou dès qu'on rapproche la carte du téléphone. Très bien, on va continuer justement de donner tous ces détails. Et donc je suis toujours en compagnie, en bonne compagnie j'ai envie de dire, avec mes invités. Justement, on parlait de la start-up digitale qu'a lancé Sabr, Wissam Sabr. Donc on parlait justement du concept des petites puces, des petites cartes, c'est ça? Exactement. On disait que c'était des cartes en plastique, en bois ou en métal. D'ailleurs, on est les seuls à faire les 2 derniers modèles, donc le bois et le métal. Donc ces cartes-là, dès qu'on les rapproche du téléphone, vont nous projeter vers notre carte de visite digitale directement sur le téléphone. Et l'avantage qu'elle va avoir par rapport à une carte de visite
traditionnelle, c'est qu'elle va contenir les réseaux sociaux en plus dessus. Elle va contenir des liens personnalisés qui vont pouvoir rediriger partout où on veut, sur le site internet, sur le site de notre galerie par exemple aussi, voilà. Et puis à la fin, on va pouvoir l'enregistrer sur le téléphone instantanément. Et puis laisser nos coordonnées à la personne en face. Ce qui fait qu'elle va récolter nos coordonnées et va pouvoir les enregistrer également, ou alors tout simplement les garder dans sa base de données. Voilà. D'accord, très bien. Et ensuite, donc, on aura tout ça sur notre téléphone, ordinateur ou que le téléphone? Ordinateur aussi, donc vous avez ordinateur, tablette, téléphone sur tous les supports. Et puis surtout, dès que je vous rappellerai, vous aurez directement mon nom, prénom, téléphone et ma photo. Avec mon là, on est en train de voir des images, comment ça marche, c'est ça? Donc on va l'approcher exactement. Donc là, on l'approche du téléphone. Vous avez vu, hop, on a le profil qui sort. Donc ça, c'est le format en bois. Ça, c'est un présentoir connecté, je vous en parlais dans quelques instants, qui va nous permettre d'éviter l'impression de brochure. Oui, d'accord. Et puis, l'idée derrière, c'est encore une fois de réduire l'utilisation de papier et de pouvoir accélérer cet échange de contacts qui se fait. Surtout qu'aujourd'hui en Algérie, on a plein d'avancées qui sont en train de se faire. Je pense notamment au lancement de la 5G, par exemple, qui va être une grande aide pour nous, start-up dans le digital, et qui va nous permettre de pouvoir profiter, j'ai envie de dire, à plein pot de ces avancées technologiques qu'on met à disposition de nos utilisateurs. Tout à fait. Et justement, comment accéder à ce service aujourd'hui? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre site internet, d'aller sur la rubrique magasin ou shop, et puis de voir le produit qui va nous intéresser. Donc, on a soit les cartes de visite digitales, soit on va avoir donc des présentoirs digitaux qui, eux, vont permettre de mettre l'ensemble des services et de récolter les coordonnées des utilisateurs en fonction du service qu'ils auront. Donc ça, c'est un deuxième produit. Et le troisième et dernier produit sont des plaques connectées qu'on va mettre au niveau de son magasin, donc soit pour rediriger vers une notation du magasin avec le géant mondial de la notation, je vais citer les marques, et aussi de rediriger vers les réseaux sociaux ou vers le numéro de téléphone pour pouvoir nous contacter directement. Voilà. Très bien. En tout cas, tout est fait aujourd'hui justement pour faciliter, on va dire, le quotidien des utilisateurs ou des consommateurs, n'est-ce pas? Absolument. Donc, faciliter leur quotidien, de faire en sorte qu'ils ne perdent plus d'informations. Et puis surtout, nous, travailler dans le respect total, surtout de la manipulation des données de nos consommateurs et de la protection surtout de leur expérience client. Puisqu'aujourd'hui, on rentre dans une ère qui est digitalisée. On a des institutions qui ont mis en place des règles avec quand même des conséquences qui peuvent être très lourdes pour une start-up et une entreprise dans le cas du non-respect de la manipulation de la donnée du citoyen algérien. Et puis surtout de bien expliquer, nous, au niveau de nos conditions générales, que ce soit d'achat, enfin de vente du coup pour nos clients, mais des conditions générales d'utilisation de la donnée, comment ces données-là sont traitées, où est-ce qu'elles sont entreposées entre parenthèses, où est-ce qu'elles sont stockées, et puis surtout ce qu'on va en faire le jour où notre utilisateur arrêtera, j'espère pas, l'utilisation de notre application, puisque c'est quand même un cas qu'il faut prendre en compte. Alors malgré le fait d'être leader sur le marché et de donner une expérience client qui soit exceptionnelle, nous devons quand même informer nos clients de tout le processus de traitement de leur data, du début jusqu'à une potentielle fin de collaboration. D'accord. Et j'imagine, pour avoir concrétisé tout ça, c'est très technique. Il y a des aspects très techniques. Est-ce que vous les avez justement, ces compétences, ou non, vous avez fait appel aussi à d'autres jeunes qui ont ces compétences? Alors non, je ne les ai pas. D'accord. Pour être tout à fait sincère avec vous. Donc moi, je suis... ma formation est une formation en entrepreneuriat et gestion de projet, donc qui inclut des aspects financiers, de gestion de projet, de commercialisation et de marketing. Ça, très important aussi, un volet très important. Je n'ai pas du tout, mais alors là, pas une once de savoir sur... Enfin, de savoir. J'ai le schéma général, mais je ne maîtrise pas la partie technique. C'est pour ça que je dis c'est très technique. Absolument. Donc il y a énormément de développement informatique derrière. Il y a énormément de sécurité informatique derrière également, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité, tout ce qui est cyberattaque et autres. Et donc, je me suis, alhamdoulilah, entouré d'une très belle équipe technique qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils n'ont pas d'heures. Je reçois parfois des notifications. Compte pas les heures. Quand on travaille dans ce domaine en général, absolument. Compte pas les heures. C'est la passion aussi, je pense. Aussi. Voilà, ils adorent ce qu'ils font. Et ça, c'est une grande chance que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est d'être entouré d'une équipe qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui surtout souhaite évoluer et apprendre davantage. Et aujourd'hui, on travaille avec des techniques qui sont très innovantes, qui sont, j'ai envie de dire, à la pointe de la technologie. Et on essaie toujours de se surpasser
passer, d'aller faire des veilles concurrentielles sur ce qui se fait dans les premiers dans leur domaine et de pouvoir, alors non pas faire un copier-coller en Algérie, puisque le consommateur algérien est unique. Hein, exactement, il est différent des... Exactement. Exact. Et le consommateur algérien a une particularité, c'est qu'il va voir un produit, il va dire ok, je connais déjà, mais moi je veux que ce même produit fasse X, Y et Z. Est-ce que vous pouvez le faire? Et c'est là toute la beauté du challenge en Algérie, c'est que on va créer un produit qui va être unique, mais qui en même temps, demain si on souhaite s'exporter, va quand même répondre aux problématiques des pays internationaux. Alors, soit voisins en Afrique, soit à l'étranger. À l'international, très bien. Et puis, on constate aussi, justement, on disait tout à l'heure que beaucoup de choses sont faites pour encourager justement l'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes. Et beaucoup d'événements sont organisés, justement, des salons, des conférences aussi pour les startups. Donc, est-ce que vous avez eu à participer et qu'est-ce que justement ce genre d'événement peut apporter à des jeunes porteurs de projets? Très bien. Alors, je vais vous répondre en deux temps. Le premier, contextuel un peu, puisque je me trouve être aussi vice-président en charge de la partie partenariat et business développement du premier groupement de start-up qui a été lancé en Algérie, qui est parrainé aujourd'hui par 4 ministères. Hein. Je pense, on peut citer les ministères. Oui, je pense, bien voilà. sûr. Oui. Donc, start-up, économie du savoir, formation professionnelle, télécommunications et agriculture. Exactement. Et on a la chance également aujourd'hui d'avoir des salons comme l'African Startup Conference, qui est l'un des plus grands événements regroupant les startups aujourd'hui en Afrique, qui a été organisé pas plus tôt que la semaine dernière. Exactement. Et c'est encore d'actualité, voilà, on va dire presque. On est encore en plein Tout dedans. à fait. Et c'était un événement dont l'objectif était de regrouper les champions. Donc la thématique était Champions cette fois-ci. Et donc c'était de regrouper les champions, donc les startups championnes dans leur domaine en Afrique, en Algérie. Et donc on a rencontré des géants qui sont pionniers dans leur domaine en Algérie, pionniers dans leur domaine en Afrique et qui sont aujourd'hui les numéro 1 en Afrique dans leur domaine. Ça nous a permis, nous, jeunes startups émergentes, forcément d'être inspirés. C'est une grande injection d'inspiration qui nous a permis de se dire, de nous dire, ok, si l'on fait, alors c'est pas qu'on peut le faire, on doit le faire. Nous aussi, on doit représenter notre pays aussi bien qu'on peut et surtout le faire briller aussi loin qu'on peut également. Et ça nous a permis surtout de nous dire, l'international, c'est pas que l'Europe, l'Angleterre ou les États-Unis, c'est également l'Afrique. Oui, parce qu'on a tendance à toujours regarder vers le nord et à oublier que l'international... Il y a de très belles choses à faire dans le sud. Et un entrepreneur est à la recherche de frustration, puisque son métier, c'est de trouver une solution à une frustration concrète sur un marché, sur un terrain, et d'y trouver une solution qui réponde et qui efface cette frustration-là dans le quotidien de son utilisateur. Et surtout dans les startups, donc utilisateurs, forcément solution technologique. Le challenge, c'est de pouvoir se dire quelle technologie je vais apporter, comment je vais pouvoir obtenir les homologations, les autorisations nécessaires. Et le challenge pour nous, un des challenges que j'avais exposé au niveau en face de peut-être une vingtaine de ministres africains, c'était de se dire, aujourd'hui l'Algérie est à la tête de la sécurité, on pointe du moins dans la sécurité informatique et dans l'homologation de matériel informatique. Comment peut-on faire aujourd'hui pour que l'homologation des institutions algériennes soit reconnue au niveau africain? Pourquoi dois-je refaire une homologation quand je vais au Sénégal, au Congo, au Kenya, en Côte d'Ivoire, alors que, voilà, on est des pays frères, nous sommes des pays frères, donc nous sommes aujourd'hui, quelque part, nous avons l'obligation de reconnaître ces homologations-là, surtout quand on fait partie des pays qui sont quand même les plus à jour et les plus à la page dans tout ce qui est sécurisation de l'infrastructure informatique. Tout à fait. Très bien. Donc, en tout cas, des événements qui offrent des échanges et des valeurs ajoutées, on va dire, justement. Exactement, parce que, alors, il va y avoir un aspect échange qui va être en 3 parties. Donc, on va voir l'échange local, puisque les startups vont pouvoir se connaître entre elles et savoir que telle start-up peut également nous apporter un service. Le deuxième, c'est au niveau alors local, mais cette fois-ci dans le tissu économique public ou privé, puisque des institutions étatiques vont pouvoir découvrir de très belles pépites et donc essayer de collaborer avec elles, comme les institutions privées. Et les institutions donc internationales ou les entités économiques internationales qui vont découvrir le potentiel aujourd'hui qu'on a en Algérie et en Afrique pour pouvoir l'exploiter.
Parfait. En tout cas, on va continuer d'en parler. On vous donnera un dernier mot dans un tout petit moment, puisque tout de suite, nous allons du côté de Timoun. Je pense qu'on va être d'accord, couscous, plat qui nous met tous d'accord, voilà, incontestable, n'est-ce pas, Monsieur Nassib? Là, tout à fait d'accord. Très bien. Eh bien, justement, un bel événement se déroule du côté de la région de Timimoun, un événement qui met à l'honneur, j'ai envie de dire, le couscous. Et justement, nous avons l'organisatrice du festival du couscous, Madame Shahrazad Aïwaz. Est-ce que vous nous entendez? Oui, madame, bonjour. Comment ça va? Ça va, oui, très bien. Alors, avec la ville de Timimoun. Alors, que c'est se passe-t-il magnifique. du côté de Timimoun? Allez, racontez-nous tout. Alors, voilà, on avait un très, très bon programme. Et j'ai changé complètement de concept cette année par rapport à les années passées. Nous sommes à la 8e édition. D'accord. Alors, le premier 8e. jour, on a organisé un débat le matin avec la grande chercheuse algérienne et expert Madame Wiza Galès. Et l'après-midi, on a fait une expo de couscous et dégustation pour le grand public. Et l'après-midi, fin d'après-midi, on a organisé une petite soirée musicale. Timimoun, Maroufa Ahlil. Tous les jours, on avait l'orchestre Ahlil. Et le deuxième jour aussi, on a préparé, comme c'était un vendredi, on a préparé un wa'da. Wa'da, et on a fait ça exprès pour montrer les traditions des Algériens. Comme toutes les femmes algériennes, les vendredis, elles préparent le couscous. Et c'est normal de راجلها احنا الرجال يخرجوا le vendredi, soit يدوها à la mosquée ou zawiya, etc. Et c'était très bien passé. Et fin d'après-midi, on a préparé aussi un atelier, Taleftil. On a pris le couscous sarawi. On a basé sur le couscous sarawi. Le couscous sarawi, il est reconnu à Timimoun. C'est un couscous qui est avec les plantes. Et il y a 7 plantes et vraiment, franchement, le décor, c'est le khayma, avec des tenues traditionnelles, le qa'da aussi traditionnel. C'était magnifique, magnifique. Les gens, ils ont aimé le Timimoun, ils sont très, très contents. Et hier, on a fait les rencontres de chefs entre les chefs algériens vers le territoire national et même la wilaya de Timimoun. Et on avait d'autres chefs des pays arabes et africains. On a préparé pas mal de plats et chacun il prépare son plat de patrimoine de son pays. Et on avait une richesse extraordinaire. On a fait l'échange culturel et patrimoine. Et on a terminé le soir. Et aujourd'hui, toute l'équipe elle est partie en excursion et avec la direction du tourisme. Et ils vont rentrer dans quelques minutes. Et à partir de 16h, on prépare la clôture avec la remise des prix et des attestations de participation pour tous les participants, des wilayas et les étrangers. Et des trophées, bien sûr. Très bien. En tout cas, un bel événement qui a mis en avant nos coutumes, nos traditions et nos spécialités culinaires aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler des participants et des participantes? Les participants, on avait des chefs étoilés et on avait aussi les femmes rurales. Ils ont participé parce que la femme rurale, elle est connue par comment dirais-je, les plats traditionnels comme le couscous, son savoir-faire, on va dire. Ouais. Et on va aussi faire hommage à le grand chef de l'ETHT, chef Slimane Saadoun. D'accord. Et si on parlait aussi peut-être des couscous qui ont été préparés et proposés justement par ces chefs, j'imagine que peut-être il y a eu des petites modifications. Alors, cette année, des revisites, comme on dit maintenant. Alors, chaque année, j'ai vu presque 250 à 300 couscous traditionnels et revisités. Et cette année, il y a un grand chercheur qui travaille sur des champignons et nous a préparé du couscous avec des champignons. C'est la première fois que je vois ça. Oui, et donc ils ont intégré les champignons cette année. Oui, le couscous avec des champignons
Et comme c'est un chercheur, il travaille ça techniquement, santé. Il nous a tout expliqué. C'est-à-dire, on peut s'en passer de la viande. Au lieu qu'on achète la viande, on peut acheter des champignons et on prépare avec du couscous et aussi pas mal de plats. Très bien. Notre invité nous dit qu'avec aussi terfès, avec terfès, ça peut donner un couscous pas mal. Est-ce que ça a été tenté du côté de Timimoun ou pas cette année? Alors le couscous terfès, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on l'a déjà fait. C'est un connaisseur, monsieur Nassim. D'accord, allez-y. Oui. Il y a aussi, on parle de la semoule beaucoup plus, les graines de berboucha, les tam, le couscous. كاين aussi تاع البلوط كاين تاع الخروف كاين تاع il y avait toute la variété. On est arrivé à 450 recettes de couscous. Très bien. En tout cas, vous nous avez donné faim, c'est ce qu'on peut dire cet après-midi. mais hier, il y avait le mélange. J'ai beaucoup aimé la journée d'hier parce que c'était une journée ouverte et on a fait des grandes tables de cuisine. Bon, le couscous, il était présent. Et j'ai laissé tous les chefs, chacun prépare, soit couscous, soit gâteau, ce qu'il veut quoi, avec les pays arabes, le maqlouba de Philistine. On avait aussi l'Iraqi, il nous a fait presque 10 recettes hier. L'Iraq, il y avait le Tunisien aussi qui a préparé des plats tunisiens. Il y avait le Camerounais aussi, Axel, qui nous a préparé aussi des recettes du Cameroun. On a fait le mélange hier. C'était le partage. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Madame Ayouaz. Donc, une 8e édition réussie et qui répond, j'ai envie de dire, à vos attentes, n'est-ce pas, comme à chaque fois. Merci, Madame. Et en 2020, le couscous, il a été classé à UNESCO. Et cette année, on est à la 5e année, c'est son anniversaire. Voilà, le soir, on va faire un gâteau. Et anniversaire. Et souffler des J'aurais bougies. aimé d'être parmi nous ici, mais malheureusement, il est trop tard. Dommage, vous avez raté. Hein. L'année prochaine, Inch'Allah, on viendra faire l'émission en direct de la région dans laquelle vous allez organiser l'événement. On est d'accord? Inch'Allah, avec plaisir, Madame. Merci beaucoup. Très bien, merci. Et je dois remercier aussi le wali de la wilaya de Timimoun. Très bien. En tout cas, merci à vous et on vous souhaite bien évidemment une belle fin. Et puis, régalez-vous et profitez justement de toutes ces bonnes recettes qui vont être proposées ce soir à l'occasion de la dernière soirée justement de ce 8e festival du couscous. Et c'est toujours l'actualité du côté de la région de Timimoun. Donc, elle nous a donné faim. J'ai raison ou pas? Je me tâte à rester à Alger ce soir. Voilà, c'est ça. En tout cas, donc justement, elle parlait qu'il y avait même des recettes africaines. Nous, tout à l'heure, on parlait d'Afrique, justement. On disait qu'il y avait plein de belles choses à faire, justement, dans ce domaine, dans le domaine des startups. Un dernier mot, peut-être, Wissem Saber, cet après-midi, avant de nous quitter? Oui. Je pense qu'on a tout dit. Ça va. On a tout dit. Je vais remettre la casquette cette fois-ci du vice-président du groupement des startups et je vais encourager l'ensemble des étudiants actuels et puis des futurs entrepreneurs à se lancer, à tester, à essayer, à ne pas avoir froid aux yeux et à goûter à l'entrepreneuriat pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait leur convenir ou pas et je les encourage vivement. Voilà. Très bien. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous avoir pour d'autres justement thématiques et d'autres belles actualités concernant justement les startups, la création digitale. Vous allez nous quitter voilà, avec une chanson que nous allons proposer aux téléspectateurs, avec un reportage pardon, que nous allons proposer aux téléspectateurs réalisé par notre collègue Feriel Hamdi et pour recevoir Resriya Mziane. Allez, appréciez ce reportage et à tout de suite. Et c'est parti pour la première édition du Festival national hivernal de tourisme, de sport, de montagne et de sensibilisation environnementale. Ce festival attire dès le début une foule nombreuse de visiteurs en quête de détente et de loisirs. On a fait appel à toutes les parties prenantes, à tous les gens, qui soient guides de montagne, qui soient guides touristiques, qui soient randonneurs, qui soient amoureux de la nature, qui viennent, qui fréquentent le Jura, de venir, c'est-à-dire participer à ce concours. On a arrêté 2 thématiques, la photo,
hein. Bien sûr, on a donné des critères aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Donc ces gens-là, on veut les associer dans ce qu'on appelle donc les sciences citoyennes, ou citizen sciences. Ça veut dire qu'il faut les impliquer, les passer des parties prenantes qui travaillent avec le parc pour asseoir une bonne gestion au niveau du parc du Jura. Nous sommes appelés à faire appel à tous ces gens-là pour les faire participer. Cette première a également été lancée à l'occasion de la célébration du centenaire de la pratique de sport, de la grimpe et de l'alpinisme en Algérie. La Ligue est en partenariat avec la protection civile, la direction du tourisme et l'environnement, ont organisé ce festival dans le cadre du co-développement. Parce que nous avons besoin de ces 4 partenaires pour développer et encore développer le ski et les sports de montagne en Algérie. Et je vous dis que la station où vous êtes en ce moment, elle a été créée en 1948. 1948. Et on en profite jusqu'à présent. C'est un festival pour le sport de montagne et la sensibilisation. Des activités et des concours ont été organisés durant ces 3 jours au grand bonheur des amoureux de la nature. L'endroit il est magnifique. Tigjda, donc c'est une station de ski très très connue en Algérie. Et chaque année, il y a beaucoup de randonneurs qui visitent le lieu. Et ils organisent aussi des journées, des manifestations sur le tourisme et le paysage de la région aussi. Bon. J'ai participé dans ce concours-là avec une photo d'une salamandra algéria. C'est une salamandra, c'est une espèce en voie de disparition. Elle est protégée par l'UNESCO et même l'État algérien l'a classée parmi les espèces à protéger. J'ai participé au concours organisé par le parc du Jura. Donc j'ai eu le premier prix de la photo. Le contenu de la photo, c'est un rocher avec une silhouette d'un lion. Donc un lion, un animal existant qui a disparu au Jura. Donc c'est une manière de le faire renaître. Et aussi une manière de penser que le lion, il veille aussi sur notre nature. Au cours de notre tournage, nous avons rencontré Amar, guide de montagne. Pour lui, la montagne nous fait rêver. Son univers de pics, de rocs et de glace façonné par le vent et la neige nourrit notre imaginaire. Dès la naissance, j'étais prédit pour être un montagnard. Et Kadouche a suivi cette providence et cette prédiction naturelle. Donc je suis arrivé au Djurdjura, notamment à Tigjda en 1969. Je vous raconte comment je suis arrivé. Je suis arrivé parce que j'étais dans le temps bon élève, moyennement bon élève, et le professeur m'a remarqué. Et il m'a demandé de l'accompagner en famille. Je ne sais pas si c'est parce que je le ressemblais, mais il avait un petit penchant en ma personne. Et depuis, j'ai accroché en montagne, 68. J'ai commencé par être initiateur, puis instructeur, formé par les 2 écoles, renommées mondiales, autrichienne et française. Donc, on en a profité avec l'État algérien, que je remercie de nous avoir donné cette formation. Pour notre guide de montagne, le seul mot de guide est à lui seul évocateur de toute une histoire de l'aventure humaine. Nous avons les montagnes, nous avons le désert, nous avons la mer et nous avons les forêts. Donc c'est un pays qui est très beau. Et quand je suis à l'étranger, j'ai hâte de revenir. Je vais à l'étranger par curiosité. Mais tous les moments de bonheur que j'ai passés, c'est en montagne en Algérie.
entre ses cimes enneigées et ses forêts de cèdres millénaires. Tigjda est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Voilà donc le Festival national du tourisme et sport de montagne organisé à l'occasion du 11 décembre, la journée internationale de la montagne. Et on va continuer, on va parler de belles choses, accueillir Rizkia comme il se doit. Comment ça va? Ça va et vous? Bon début de semaine? Excellente. Bon week-end? Très inspirante. Ça va? Vous avez pu vous reposer le week-end ou vous étiez de corvée? Un peu. Les deux, un peu des deux. Un peu des deux. Très bien. Oui. En tout cas, aujourd'hui, voilà, j'avais raison tout à l'heure. On va continuer justement parce qu'on n'a pas eu le temps de finir la semaine passée. Exactement. On va parler de la décoration de chambres d'enfants. Tout à fait. Avec tous les bons conseils que vous partagez avec nous cet après-midi. Mais juste avant, on va parler d'art plastique avec notre invité, donc Monsieur Nassib. Alors, par quoi on va commencer? Par Nassib le photographe, l'artiste peintre, ou par celui qui a lancé, qui a ouvert une galerie d'art? Allez. Oui, par l'artiste peintre. D'accord. Alors, comment ça a commencé? Voilà. Je suis peintre de formation. J'ai fait les Beaux-Arts d'Alger. D'accord. Je suis passé par un cycle, disons, académique. C'est ça. Après, à l'ouverture de l'école supérieure, j'ai fait une formation aussi de spécialisation en plastique, art visuel. Après, j'ai enseigné dans une école d'art en Kabylie à Zazga. D'accord. C'était le début. C'était pas facile, la période était très étendue. Oui. Bref. Après, je suis parti à l'étranger pour développer mon travail. D'accord. Voilà. Et là, je suis revenu avec un rêve qui m'habitait depuis longtemps, c'est d'avoir une galerie. Une galerie, waouh. Un artiste qui crée une galerie. D'habitude, c'est pas. Exact. En général, on est galeriste, mais on n'est pas forcément artiste quand on est galeriste. Moi, je voulais faire c'est un challenge. Je me lance dans cette belle aventure de créer une galerie d'art. D'ailleurs, elle s'appelle Nectar. Nectar, voilà. Donc, pourquoi avoir choisi justement. C'est un jeu de mots entre la moitié de mon nom plus l'art. D'accord. Puis, cette galerie, j'estime elle sera comme une ruche qui va donner le meilleur de l'abeille, le meilleur de l'art en Algérie. C'est une galerie qui va essayer de faire la promotion des artistes contemporains, bien sûr, algériens, et de dénicher les talents aux Beaux-Arts dans des ateliers privés, et puis donner plus de visibilité à ce qui se fait de meilleur, disons. J'insiste, de meilleur en art contemporain chez nous. D'un côté, pour positionner l'Algérie sur un plan universel, c'est-à-dire qu'il faut que l'Algérie soit présente dans les grandes rencontres internationales, à savoir la Biennale de Venise, les autres salons internationaux où la visibilité est meilleure parce qu'il y a plus de monde, plus de médias qui couvrent ce genre d'événements et ça fait parler de nous. Tout à fait. C'est-à-dire exporter justement ce savoir-faire à l'international. Tout à fait. Et j'insiste aussi sur le rôle de cette galerie qui a l'ambition de jouer un rôle de marché de l'art, parce que c'est une dynamique qui n'existe pas encore chez nous. Il y a des artistes qui vendent, mais bon, la galerie veut vraiment se lancer dans cette aventure pour sensibiliser, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les opérateurs économiques, c'est-à-dire là où il y a le moyen pour que l'économique accompagne l'art. Parce que l'art tout seul, c'est pas vrai. Depuis tout le temps, les mécénats ont toujours encouragé la création artistique et permettent aux artistes de vivre dignement de leur travail. Un artiste qui fait une formation, qui a du talent, qui est merveilleux, il n'arrive pas à vivre de son travail, il va faire autre chose, ou bien il part à l'étranger. Ou d'autres vont profiter de son talent. Justement, on va encourager et accompagner, on va dire, ces artistes. Oui. Il y a ça, et puis il y a des projets de création de salons, d'expositions, des salons internationaux. D'accord. Là, je souhaite vraiment la contribution de la culture ou du tourisme, parce que des salons d'envergure, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie,
et puis beaucoup de savoir-faire aussi. En tout cas, vous savez ce que vous voulez faire, on va dire, cet après-midi. Tout est tracé. En tout cas, j'espère bien évidemment que tous ces projets vont se concrétiser. Et vous parliez justement d'art contemporain. Vous avez aussi mis votre touche, j'ai envie de dire, à cette dernière édition du Festival international d'art contemporain d'Alger, n'est-ce pas? Et donc, en quoi justement a consisté votre mission ou alors votre travail cette année? J'étais content de participer. D'ailleurs, je remercie M. Hamza Bounoua, le commissaire de l'exposition, et m'a fait vraiment donner l'occasion d'exposer et puis de rencontrer les artistes. C'est ça, les participants, oui. Vraiment magnifique. C'est que de belles choses ont été proposées, comme à chaque fois, comme chaque année. Et ma contribution était avec. J'ai présenté 2 photographies dans la série. Je travaille sur une série de photos blanches. D'accord. Sur des photos. C'est pas du noir et blanc, c'est une photo blanche. C'est-à-dire il y a le sujet, il est suggéré, parce que le blanc c'est quoi? Le blanc c'est le début, c'est la fin en même temps. Donc il y a dans cette philosophie d'un début et de la fin, et puis de la recherche d'une pureté. Le blanc c'est toujours le symbole de la pureté, de la clarté, de l'esprit aussi, sur le plan spirituel c'est toujours le blanc qui revient. Et j'ai choisi 2 sujets. C'est la mosquée de la Marine. J'aime beaucoup cette mosquée pour sa volumétrie. Elle est belle, quoi. Exact, tout à fait. Elle est bien positionnée et tout, l'endroit. Le blanc, elle est en face de la mer. La mer aussi, et puis une silhouette, contraste, on va dire. Une silhouette d'un personnage tout en blanc. C'est-à-dire anonyme, parce que c'est pas important de mettre un visage défini, quoi. D'accord, donc 2 photos avec lesquelles vous avez participé. Et justement, on n'a pas parlé de Nassib, photographe. Alors, est-ce que c'est venu après la peinture ou avant, en même temps? Vous savez, moi, la photo, j'ai un souvenir très lointain. Quand j'étais petit, un de mes frères avait acheté un appareil photo, le vieux Zénith russe, très lourd et tout. Et j'avais pas le droit de toucher. Ah bah oui. Donc en cachette. C'est normal. En cachette, j'allais le prendre et je jouais avec. C'était le clic. Oui, qui vous avait marqué. C'est le clic qui est resté dans ma mémoire. Aujourd'hui, on parle de mémoire, de carte. Tout à fait, oui. On a bien évolué depuis. Au Beaux-Arts, j'ai fait peinture et j'ai découvert dans l'école qu'il y avait une matière photo. Mais je n'avais pas accès parce que dans la spécialité où j'avais, la photo n'était pas, elle ne figurait pas sur le programme. Mais une fois à l'étranger, je me suis vraiment intéressé, j'ai vu beaucoup de photos, je connais des photographes, et ce besoin, il s'est ressuscité, c'est-à-dire il est revenu comme un besoin de faire de la photo, mais je fais de la photo comme le faisaient les pictorialistes. Les pictorialistes, il est à l'avènement de la photographie en 19e siècle, c'était les peintres qui faisaient de la photo. Parce que c'était eux qui étaient déjà producteurs d'images, disons. D'accord. Parce que la peinture, c'est l'ancêtre de la photo, comme le cinéma, la photo, c'est l'ancêtre du cinéma. Voilà. Exact. Et sur cette veine-là, donc j'ai continué et je fais de la photo contemporaine. C'est la photo qui ressemble à la peinture. D'accord. Beaucoup me disent comment vous avez fait ça. Je dis non, c'est une photo. Après, il y a tous les logiciels technologiques qu'on utilise à ce sujet. Très bien. En tout cas, on a pu voir des photos pendant justement que vous nous expliquiez tout ça. On va finir avec la déco aussi. Je pense que c'est un domaine qui vous intéresse parce que c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Et c'est justement la mission de Sria Mziane chaque dimanche après-midi, donner des conseils déco d'intérieur. Et aujourd'hui, il s'agit de la chambre d'enfant, Sria. Oui, alors beaucoup de parents pensent encore qu'une chambre d'enfant doit suivre certains codes traditionnels, comme les couleurs, par exemple, des codes de couleurs. Le bleu pour le garçon, rose ou violet pour la fille. Mais ce qu'il y a, c'est que suivre ces habitudes enferme l'enfant dans des cases qui ne répondent pas forcément à ses besoins, ne serait-ce que de se détendre. Donc je vais donner des pistes pour un peu imaginer une chambre d'enfant mixte, astucieuse, mais surtout qui soit adaptée aux petits espaces. Donc on va quand même faire un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. Donc pour les couleurs,
j'ai déconseillé 2 points. Le premier point, la première erreur à éviter, c'est d'uniformiser une pièce en rose ou en bleu. Ça va créer une atmosphère répétitive et stéréotypée. Deuxième erreur, c'est d'utiliser des couleurs trop vives et partout. Là, ça va stimuler l'enfant excessivement et puis finalement, ça va le fatiguer. Donc, optez plutôt pour une base avec une teinte neutre, naturelle ou même des couleurs pastel, pourquoi pas. Et puis, on peut ajouter une deuxième teinte, une touche dynamique, comme le bleu pétrole ou le corail. Ça va donner de l'énergie, mais sans excès. L'astuce, c'est toujours d'associer les couleurs à, par exemple, la nature, l'art, la créativité, les voyages, à des univers plutôt qu'à une identité de genre. Donc ça, c'est pour les couleurs. Pour la partie mobilier, on évite les meubles figés, comme les lits sans rangement, massifs, encombrants. C'est une perte très d'espace. encombrant, tout à fait. Voilà. Et on évite aussi les meubles trop marqués, comme les lits de voiture ou la à thème, on va dire, à thème. À thème, exactement. Oula, les armoires de princesse. Voilà, c'est très vite dépassé. Exact. Donc, optez plutôt pour, par exemple, les lits. On avait donné l'exemple des lits cabanes ou mezzanine, par exemple. Donc, sur cette photo, il y a une très belle association de couleurs, je trouve. Donc, c'est des couleurs naturelles. Pour les murs, c'est des couleurs, c'est une couleur crème. Et le vert, un vert doux. Et ça donne une atmosphère chaleureuse et naturelle. Tout à fait. Voilà. Pour la deuxième couleur, on peut l'utiliser dans des accessoires décoratifs ou le mobilier. Ensuite, nous avons le côté décoration. Voilà, là on a aussi un autre... Oui, voilà, il y a un thème, ça c'est un thème qui pourrait beaucoup plaire aux enfants. C'est vrai. Donc voilà, en fait il y a plein de thèmes qui pourraient être sympas. Sans être dans l'excès. Exactement, voilà. Un modèle de rangement qui pourrait beaucoup plaire. Et puis pour la déco, on évite les décors trop figés, comme par exemple les stickers de princesses, de voitures, de super-héros. Voilà, c'est très difficile à adapter, surtout quand on a les deux, enfin la fille et le garçon dans la même pièce. Voilà, et on évite la surcharge décorative. Donc, pensez plutôt, la première astuce, c'est de penser à un thème universel qui parle aux deux. C'est ça. Ça peut être l'espace, ça peut être l'aventure, les voyages, la nature. Qu'on a pu voir. Oui, ça c'est une idée de lit cabane. Nous avons un lit en haut, enfin 2 lits, mais on peut avoir un lit en haut et en dessous un coin de rangement, un coin de lecture, de jeu, exact. Voilà. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que nous avons des rangements, des tiroirs pour chaque marche. Ah oui, c'est un espace qui est bien optimisé quand même. C'est vrai. Pour le rangement, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, très pratique. Oui. Et pour le meuble aussi, pensez à des meubles évolutifs. Donc, par exemple, des lits qui suivent, un lit qui suit la croissance de l'enfant aussi. J'avais donné aussi l'exemple du bureau réglable en hauteur. Je ne sais plus où j'avais vu ça, mais je trouve que c'est très astucieux et voilà, ça reste longtemps. Exact. C'est un investissement durable. Tout à fait, oui. Il vaut mieux opter justement pour ce genre de Bien sûr, absolument. C'est ça. Et donc, pour la décoration aussi, donc il faut penser à un thème. C'est plus facile. Optez aussi pour, par exemple, des modules de rangement colorés, pourquoi pas. Chaque enfant peut choisir sa couleur préférée pour son rangement à lui. Voilà. Justement, délimiter les espaces pour que chacun reconnaisse justement ses tiroirs. C'est ça. Oui. C'est ça. Pensez à des stickers amovibles. Pourquoi pas un mur un tableau magnétique. J'ai vu ça aussi, c'est très sympa.
et en fait privilégier des formes géométriques et naturelles, comme des cercles, comme des nuages, des montagnes, etc. Pensez aussi à l'optimisation et l'agencement des espaces. Attention aux chambres communes uniformes. Là, l'enfant risque de perdre son identité. Et aussi l'absence de zones dédiées. Il risque d'y avoir un conflit d'usage. Chaque coin a son activité, chaque activité a son coin. Un coin lecture ou un coin de jeu, par exemple, on peut penser à une tente, à des poufs, à un fauteuil avec des coussins multicolores, des étagères sur lesquelles, par exemple, ils peuvent exposer leurs jouets, leurs livres préférés, ou un mur sur lequel, modulable sur lequel ils peuvent accrocher leur création. Délimiter les espaces, comme vous venez de le dire, avec des couleurs ou des symboles. Ça peut être des étoiles ou un animal. Et ce qui est le dernier point, le plus important, qu'on néglige très souvent, que ce soit pour les enfants ou les adultes, c'est la sensorialité et le bien-être. Éviter l'éclairage trop fort. Accrocher, par exemple, on peut accrocher plutôt des guirlandes. Utiliser des lampes avec une intensité réglable, forte pour la circulation, pour la lecture, et douce pour se détendre, par exemple. Varier les textures aussi, sinon ça donne une chambre froide, voilà, froide et impersonnelle. C'est ça. Il n'y a pas la touche, voilà, par exemple, un tapis doux, des rideaux légers, des coussins en lin. Et on n'oublie pas aussi les plantes. Ça apporte dans les chambres d'enfants, on peut en mettre. Bien sûr, surtout. Surtout, parce que ça apporte nature et apaisement. D'accord. Donc vous voyez un peu qu'une chambre d'enfant peut être neutre, riche en couleurs, riche en textures, en idées. Et là, l'enfant peut exprimer sa personnalité librement. En fait, l'idée, ce n'est pas de coller un code, mais un peu de créer cet univers qui nourrit son bien-être et son imagination. C'est ça. Voilà. Très bien. Et puis, justement, on parle de ces décorations, de ces chambres d'enfants. Et à votre avis, Elsria, jusqu'à quel âge on peut garder justement cette chambre d'enfant? Tout dépend. Moi, j'ai gardé mon côté enfant, mais voilà. Vous n'avez pas changé, même. Je n'ai pas changé. D'accord. Voilà, je n'ai pas changé. C'est bien, parce que des fois, au bout d'un moment, quand les enfants arrivent à un certain âge, on se dit, oui, voilà, il faut changer les couleurs, le lit, les. En fait, ça dépend des personnes. Voilà, ça dépend privilégier des personnes. plus un espace bureau pour les études. Bien sûr, c'est normal. Liquider les jouets qui traînaient. C'est clair. Là, en fait, il faut, comme je l'ai dit, il faut optimiser les espaces. Il faut des rangements. Il faut penser beaucoup au rangement et surtout au rangement intelligent. Voilà, pour libérer l'espace, pour la circulation et puis pour le moral aussi. Exact. Pour le moral. Très bien. En tout cas, on garde de beaux souvenirs, on va dire. Tous nos souvenirs, justement, vont se créer dans cette fameuse chambre d'enfant. Il est important de penser à tout, justement. Et, surtout au bien-être. Et de prendre en considération, surtout, les conseils de Elsria Mziane de cet après-midi. En tout cas, merci Elsria. On a tout dit, je pense. Ça va, contrairement à la semaine passée. Oui, voilà. Très bien. Donc, vous pouvez aller justement vers une autre thématique et nous la proposer la semaine prochaine. En tout cas, on sera ravis de vous avoir avec nous, comme à chaque fois. Monsieur Nassib, un dernier mot? J'invite le public à visiter ma galerie. Donc, qui se trouve au 38 rue Ahmed Chérifi à Kouba. Voilà, du côté de Kouba. Voilà, dans l'ex-quartier qui s'appelait le Calvaire. C'est ça. Donc, plein de projets. Vous avez plein de projets, justement, et vous allez proposer plein de belles choses au sein de cette galerie, notamment des jeunes, justement, artistes que vous voulez mettre en avant, n'est-ce pas? Ah oui, j'encourage leur travail et leur savoir-faire en avant. Artistes émergents à qui on va donner la chance de présenter leur travail et les défendre aussi. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une exposition actuellement ou pas? Il y a une exposition inaugurale qui regroupe 13 artistes. D'accord. Entre autres moi oui, aussi. Ben oui, faut bien. Vous avez bien fait. Donc il y a des artistes qui sont connus en Algérie. Il y a certains de la diaspora. D'accord. C'est des artistes confirmés qui ont un travail élaboré, qui sont connus, tout ça.
Je peux les citer. Oui, oui, bien Il y sûr. a le doyen Moussa Bourdine, Oui. Rachid Djemei, Zoubi Hallal, Malik Salah, Mohamed Slimane. Il y a une jeune qu'on encourage, Raja Ouslimane. Il y a Nedjem Mustafa, Bousta Mustafa, Riki Amar. Ah, une belle palette. Sergoua Karim et Adel Samet. Très bien, donc une belle palette, j'ai envie de dire, une belle brochette d'artistes. Il y a plusieurs générations dans cette exposition. Exactement. Et puis, ce qu'on peut aussi constater à travers les nombreux événements consacrés justement à l'art pictural, aux arts plastiques en général, c'est que justement les artistes de la diaspora sont aussi présents et veulent aussi se faire connaître, revenir aux sources et faire connaître justement, leur travail et leur savoir-faire. La Galerie Nectar, elle a dans ses projets de jouer le rôle de passerelle entre l'international, essentiellement notre diaspora, et puis une ouverture vers l'Afrique. N'hésitez pas à les orienter chez nous. On se fera bien évidemment un plaisir de les recevoir et de partager avec les téléspectateurs leur travail et leur savoir-faire. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Nassib. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir dès la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous aurons le plaisir, bien évidemment, de vous retrouver dès demain à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.